Les plombiers n'ont rien à faire sur des yachts. C'est ce que mon gendre m'a dit, devant 12 personnes, sur le pont d'un bateau que j'avais payé intégralement, avec l'argent gagné à la sueur de mon front. Je ne l'ai pas corrigé sur le moment. Ce fut ma première erreur. Ou peut-être, au contraire, mon plus beau cadeau envers moi-même. Car la patience dont j'ai fait preuve à cet instant, ce silence lent et délibéré que tout le monde, à portée de voix, a pris pour de la honte, c'était en réalité la corde que je lui tendais déjà, pour qu'il se pende lui-même. Bienvenue sur la douce vengeance d'un père. Prenez de quoi grignoter, installez-vous confortablement. Et souvenez-vous d'une chose, chaque antagoniste, dans ces histoires, pensait être la personne la plus intelligente de la pièce. Il se trompait. Abonnez-vous pour ne rater aucune histoire. Je m'appelle Stéphane Dubois. J'ai 57 ans. Je suis mécanicien diesel agréé depuis bientôt 12 ans. Et avant cela, j'ai passé près de 2 décennies à faire toutes sortes de travaux manuels, tout ce que la ville de Marseille pouvait jeter à la figure d'un homme prêt à se salir les mains. Plomberie, électricité, chauffage, climatisation, toiture. Vous citez un métier, je l'ai fait. Je n'ai pas honte de la moindre petite bosse ou callosité sur ses mains. Chacune d'entre elles a mis de la nourriture sur la table, a acheté son premier vélo à ma fille, a payé ses études supérieures, et, finalement, oui, a acheté un yacht à moteur de 13 mètres, amarré dans la rade de Marseille. Mais je brûle les étapes. Laissez-moi vous parler d'Arnaud. Arnaud Levasseur est entré dans la vie de ma fille, Élise, environ 4 ans avant que tout cela n'arrive. Elle l'avait rencontré lors d'un événement de réseautage d'entreprise, dans le centre-ville. Le genre de soirée où tout le monde porte un badge, et fait semblant de trouver le vin bon. Il était associé junior dans une agence d'immobilier d'entreprise. Costume sur mesure, poignée de main ferme, et ce genre de sourire, tellement pratiqué devant un miroir, que l'homme qui l'arbore a fini par oublier qu'il sonne faux. Diane, ma femme depuis 31 ans, l'a tout de suite apprécié. Pas moi. Je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque. Diane me demandait quel était mon problème, et je haussais les épaules en répondant « Je ne sais pas, il y a un truc chez lui qui me dérange ». Elle riait, me traitait de vieux ours protecteur, et je laissais couler, parce qu'Élise rayonnait de bonheur. Et un homme qui aime sa fille apprend très vite que son bonheur n'est pas l'endroit idéal pour planter des soupçons, surtout sans preuve. Les preuves, c'est ce que je dis toujours, on ne démonte pas un moteur juste parce qu'on a un mauvais pressentiment. On attend que le diagnostic le confirme. Alors, j'ai serré la main d'Arnaud. Fermement. Je lui accorde au moins ça, sa poignée de main était ferme. Je suis venu au dîner. J'ai toléré la façon dont il regardait mon utilitaire, garé dans l'allée, comme s'il s'agissait d'une antiquité égarée sur un terrain de golf. J'ai souri quand il parlait de sa philosophie d'investissement, de son positionnement à long terme, et de tout ce qui pouvait bien sortir de sa bouche lors de ses premiers repas. Et rien de tout cela, jamais, n'a inclus la moindre question sur ce que je faisais, ni sur ce que j'avais construit. Pas une seule fois, en 4 ans de repas de famille, de fêtes de fin d'année et d'anniversaire, Arnaud ne m'a posé une question concrète sur mon travail ou sur ma vie. Il avait appris ce que je faisais dans les 5 premières minutes de notre rencontre, l'avait rangé dans ce tiroir mental qu'il réservait aux choses sans intérêt, et était passé à autre chose. Diane l'avait remarqué. Elle m'en a parlé une fois, avec ce ton mesuré qu'elle prend lorsqu'elle aborde des sujets qui pourraient m'énerver. Il ne te pose pas beaucoup de questions, n'est-ce pas, a-t-elle dit. Un soir, après un dîner où Arnaud avait monopolisé la parole 90% du temps, il m'a demandé comment j'allais. Je lui ai dit, c'est déjà ça. Puis, il a demandé à toute la table comment tout le monde allait. Diane a ajouté, ce n'est pas la même chose. Je me suis dit, il est jeune, il va grandir. Les jeunes hommes, fraîchement couronnés de succès, ont tendance à confondre le bruit qu'ils font avec leur véritable valeur. Avec le temps, pensais-je, il allait se calmer. Il réaliserait qu'il y a autre chose dans le monde que sa propre trajectoire. Il commencerait à vraiment voir les gens autour de lui. Il n'a pas grandi. Il s'est calcifié. Au moment où Élise et Arnaud se sont mariés à un mariage que j'ai payé en totalité, soit dit en passant, du moindre centre de table jusqu'à la note salée du bar, parce que les parents d'Arnaud étaient retraités avec des moyens limités. Et que je refusais que ma fille ait un mariage plus petit que ce qu'elle méritait, au moment où il se tenait devant l'autel, Arnaud s'était déjà figé dans une forme très particulière, et de plus en plus rigide.
Il était le genre d'homme qui triait les gens par catégorie, dès la première seconde, les personnes utiles à sa carrière, les personnes qui servaient d'ajout décoratif à sa vie sociale, et les personnes indignes de son attention, celles qui existaient à la périphérie de son monde, dans un flou total. Il m'avait fermement placé dans la troisième catégorie. Je l'avais remarqué, je remarque toujours tout, je n'ai simplement rien dit. Le yacht est arrivé environ 3 ans après leur mariage. Je sais ce que vous vous dites. Un mécanicien qui achète un yacht de 13 mètres, ça ressemble au début d'une mauvaise blague. Le genre de blague où la chute, c'est qu'il gagne au loto, ou qu'il hérite de l'argent d'un oncle mystérieux. Mais la vérité est bien plus ennuyeuse, et aussi beaucoup plus satisfaisante. Pendant des décennies, j'avais accumulé de l'argent, discrètement, régulièrement, presque à en mourir d'ennui. Pas d'investissement tape à accent grave l'œil, pas de stratagème avec la crypto-monnaie, pas de paris sur des marchés que je ne comprenais pas. Ce que j'avais, c'était une compétence dont les gens avaient toujours besoin, une réputation bâtie un chantier après l'autre, et une entreprise qui s'était développée, lentement et délibérément, passant d'un artisan seul à une petite flotte rentable de contrats de maintenance. Diane gérait le budget de la maison avec la même discipline de fer qu'elle appliquait à tout le reste de sa vie. Elle tenait un registre des comptes, un vrai carnet physique, rangé dans un tiroir de la cuisine. Chaque mois, elle s'asseyait, et vérifiait tout jusqu'au dernier centime. Elle avait grandi pauvre, dans les quartiers nord de Marseille, et elle gardait cet engagement profond, inébranlable, envers la clarté financière. C'est ce qui arrive quand on a vu une famille lutter parce que les chiffres à la fin du mois n'étaient pas bons. À nous deux, nous avions construit quelque chose de réel, de durable, et d'entièrement à nous. Personne ne nous a rien donné. Personne n'a investi en nous. Personne ne nous a ouvert la porte. Nous l'avons bâti avec la discipline des gens qui savent que personne ne viendra vous sauver, et qu'il vaut mieux apprendre à se sauver soi-même. Le yacht, ce fut notre seul gros achat, notre seule extravagance. Diane avait toujours aimé la mer. De mon côté, j'avais grandi en regardant la Méditerranée de loin, pendant toute mon enfance. Cette vaste étendue d'eau, toujours en mouvement, qui s'ouvre sur l'horizon, et qui m'a toujours semblé être la preuve que les frontières sont des inventions humaines, car le monde, sous la surface, s'en moque éperdument. Il y avait quelque chose, sur cette eau, qui me procurait un sentiment de liberté très particulier et irremplaçable. Nous avons trouvé le rêve de Diane grâce à un courtier spécialisé dans les navires d'occasion, 13 mètres, double moteur diesel, que j'ai inspecté moi-même avant de signer quoi que ce soit. Je n'allais pas laisser quelqu'un me vendre un mauvais moteur, pas avec mon expérience. Le bateau avait besoin de travail. Esthétiquement, il accusait le coup, mais la structure était bonne, les moteurs étaient sains, et je voyais exactement ce qu'il pouvait devenir. J'ai passé 6 mois à le restaurer sur mon temps libre. Ce travail était thérapeutique. Gratter les couches de vieilles négligences, réaménager la cuisine, refaire la peinture, la sellerie, les systèmes de navigation. J'ai reconstruit moi-même un des composants du moteur, parce que le devis qu'on m'avait fait pour la pièce de rechange était une véritable insulte. Quand j'ai eu terminé, ce n'était plus seulement un bateau. C'était exactement ce que je voulais qu'il soit. Diane a pleuré quand elle a vu son nom, peint en lettres majuscules, sur le tableau arrière. Et je ne suis pas trop fier pour admettre que j'avais aussi une petite poussière dans l'œil, ce jour-là. Nous l'avons amarré dans une marina privée, près de Marseille. Nous le sortions le week-end. Parfois, juste tous les deux. C'étaient mes journées préférées, les journées tranquilles, juste Diane, moi, l'eau, et nulle part où aller en urgence. Parfois, on y allait avec des amis. Marie et Eric venaient souvent. René et Céline, que nous connaissions depuis des années grâce au quartier, sont devenus des habitués. C'était le meilleur achat de ma vie, et je n'en ressentais absolument aucune culpabilité. Élise et Arnaud sont montés à bord pour la première fois, ce premier été. Élise était ravie. Elle avait toujours aimé l'eau, elle faisait des balades sur de petits bateaux avec nous quand elle était enfant. Elle avait cette aisance physique sur l'eau, ce confort naturel, avec lequel certaines personnes naissent, et que d'autres ne trouvent jamais. Elle se promenait pieds nus sur le pont, les bras écartés, comme si elle saluait une chose qui lui avait manqué. Arnaud, lui, se tenait sur le pont avec ses chaussures bateau. Il avait acheté, je l'ai tout de suite remarqué, des chaussures bateau spécifiques pour l'occasion, ce qui m'indiquait qu'il avait longuement réfléchi à l'image qu'il devait projeter.
Il regardait autour de lui avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer sur le moment. Ni impressionné, ni déçu. Quelque chose qui ressemblait plutôt à une évaluation. La façon dont un agent immobilier examine une propriété, avant de vous donner un chiffre. Joli bateau, Stéphane, a-t-il dit. Juste comme ça. Joli bateau. De la même manière qu'on complimenterait le nouveau barbecue du voisin. C'est un yacht, lui répondis-je, en gardant une voix détendue. Il a fait un geste de la main. Oui, oui, bien sûr. J'ai rangé ça dans ma tête. Dans un petit tiroir. Je savais que j'y reviendrais. Les ennuis ont commencé, véritablement commencé, quand l'agence d'Arnaud s'est mise à bien marcher. Et pas juste bien marcher, mais à faire des résultats spectaculaires, du moins selon ses dires. Il gagnait plus d'argent qu'il n'en avait jamais eu. Et l'effet que cela a eu sur lui n'était pas beau à voir. Le succès, j'ai pu le constater, révèle le caractère, de la même manière que la pression révèle les fissures dans le métal. Il ne crée rien de nouveau. Il vous montre simplement ce qui était déjà là, en dessous, ce que la surface s'efforçait de cacher. Et ce qui a toujours été là, chez Arnaud Levasseur, sous les costumes sur mesure et les poignées de main étudiées, c'était le mépris. C'est sorti lentement, comme les mauvaises habitudes le font, comme si le confort croissant de sa situation l'avait rendu moins prudent pour le dissimuler. Il a commencé à couper la parole à Diane lors des repas de famille. De petites choses, au début, il finissait ses phrases d'une autre manière, il détournait la conversation des sujets qu'elle essayait d'aborder. Diane n'est pas du genre à faire des scènes, alors elle laissait couler. Mais je regardais parfois sa mâchoire se crisper, et je savais qu'elle tenait les comptes, avec la même rigueur qu'elle tenait son registre financier. Il s'est mis à faire des réflexions sur la carrière d'Élise. Elle était une excellente infirmière en pédiatrie, sincèrement douée, profondément engagée, le genre d'infirmière que les parents demandent spécifiquement. Arnaud appelait ça « son petit boulot ». Et il le disait avec affection, ce qui était la partie la plus révoltante. Il le disait avec un sourire, censé communiquer son indulgence, comme si sa véritable vocation n'était qu'un passe-temps adorable, qu'il l'autorisait à avoir, à côté de son projet principal, être sa femme. Élise ne réagissait pas comme on pourrait s'y attendre. Elle ne se disputait pas avec lui en public. Ce qu'elle faisait, dans ces moments-là, c'était de devenir très silencieuse, très contrôlée, puis de changer de sujet. Et j'ai vu cela se produire assez souvent pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un simple arrangement ponctuel, mais d'un schéma bien rodé. Elle se faisait de plus en plus petite en sa présence, et ce, depuis plus longtemps que je ne l'avais remarqué. Cela m'a dérangé, bien plus que les chaussures bateau, bien plus que le joli bateau. Plus que tout, cette immobilité sur le visage de ma fille m'insupportait. Il a commencé à amener ses collègues lors de nos rassemblements, des hommes qui portaient le même genre de chemise repassée, et qui évaluaient chaque pièce dans laquelle ils entraient. La conversation tournait alors entièrement autour d'eux. Des contrats, des prévisions financières, des positionnements sur le marché, tandis que Diane et Élise étaient laissées de côté, hochant poliment la tête en marge de la discussion. Je faisais parfois quelques tentatives pour recadrer, je posais une question pour ramener le sujet à la table, et Arnaud me répondait avec la courtoisie minimale qu'un homme accorde à quelqu'un dont le temps ne l'intéresse pas du tout. Et puis, il y avait sa façon de parler d'argent. Pas d'une manière normale. Pas comme les travailleurs parlent d'argent, c'est-à-dire comme une ressource pratique qui détermine ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Non, il parlait d'argent de la même façon que certains utilisent une arme, comme une mesure de supériorité, déployée stratégiquement pour rappeler aux gens autour de lui la distance qui les séparait. Il citait les restaurants par leur prix. Il mentionnait les traites de sa voiture avec la désinvolture d'un homme qui veut que vous sachiez le chiffre, sans avoir l'air d'avoir envie que vous le sachiez. Il décrivait ses vacances en fonction de ce qu'elles lui avaient coûté, plutôt que par ce qu'il y avait vécu. C'était profondément ennuyeux. Et je pense qu'à un certain niveau, il le savait, parce qu'il observait toujours le visage des gens quand il le faisait, pour vérifier s'il obtenait la réaction qu'il cherchait. La réaction qu'il cherchait, c'était de la déférence. Et il l'obtenait assez souvent de la part de ceux qui n'y connaissaient rien. Ensuite, il y a eu la remarque sur le yacht, celle que j'ai entendue à moitié à travers le mur. J'étais passé chez Élise et Arnaud pour déposer quelque chose. Diane leur avait envoyé à manger. La façon dont Diane envoie toujours à manger, lorsqu'elle veut exprimer quelque chose qu'elle n'a pas envie de dire à voix haute.
J'étais dans le couloir, quand j'ai entendu la voix d'Arnaud venant de son bureau. La porte était entr'ouverte, il était au téléphone, et il parlait avec cette aisance désinvolte que prennent les gens lorsqu'ils pensent ne pas être écoutés. Ouais, enfin, tu sais ce que c'est. Il a un petit bateau du dimanche. Il appelle ça un yacht. Le petit projet de Stéphane. Je suis resté totalement figé, dans ce couloir, pendant 10 bonnes secondes. Il l'avait dit sans méchanceté, ce qui était presque le pire. Il l'avait dit avec l'affection négligente d'un homme décrivant quelque chose de charmant, mais de totalement trivial. Mon yacht. Le rêve de ma Diane. La chose que j'avais passé 6 mois à restaurer de mes propres mains, qui portait le nom de ma femme, que nous avions payé avec des décennies de travail combiné. Pour Arnaud Levasseur, c'était juste une petite anecdote amusante, son petit projet. J'ai posé le plat sur le meuble de l'entrée. Je suis sorti par la porte de devant. Et je suis rentré chez moi en voiture. Ce soir-là, je me suis assis dans le garage pendant un moment, simplement pour réfléchir. Je veux être clair, je ne suis pas un homme qui cherche les conflits. Je n'ai jamais cherché de conflit de ma vie. Ce que je suis, c'est un observateur. Et ce que j'observais, accumulé sur 4 ans de repas du dimanche, de réunions de famille, et de moments comme celui dans le couloir, c'était un schéma récurrent. Un homme qui n'avait aucun respect pour ce que j'étais, ni pour ce que j'avais construit. Et pire encore, un homme dont le manque de respect commençait à déteindre sur la façon dont il traitait ma fille. À partir de ce soir-là, j'ai commencé à prêter attention aux choses d'une autre manière. Une attention diagnostique, le genre d'attention qui recherche les causes profondes. Le jour où tout a basculé a commencé par un robinet qui fuyait. Diane et moi avions prévu une journée en mer. Le groupe complet, les gens que nous aimions vraiment, Élise et Arnaud, la sœur de Diane, Marie, et son mari Éric, qui est l'un de mes amis les plus proches. Depuis plus de 20 ans, le genre d'homme qu'on veut avoir dans son coin, précisément parce qu'il parle peu, et qu'il a toujours raison quand il le fait. Il y avait aussi René et Céline, dont nous étions proches depuis des années. René m'avait aidé à trouver certaines pièces de moteur lors de la première révision du yacht, et Céline apportait toujours une glacière, de la taille d'un petit véhicule, contenant assez de nourriture pour nourrir le double des personnes présentes. Arnaud, lui, avait également amené 2 collègues de travail. Je ne savais même pas qu'ils venaient jusqu'à ce qu'ils se tiennent sur le quai. Je n'ai rien dit à ce sujet. C'étaient les invités d'Arnaud, et je ne suis pas le genre d'hôte qui fait en sorte que les gens se sentent mal à l'aise, même ceux que je n'ai pas invités. C'était une magnifique journée sur la mer, le genre de journée où l'eau accroche la lumière sous un angle tel, que le paysage ressemble à une toile de maître. La ligne d'horizon de la ville s'éloignait derrière nous alors que nous quittions la marina, et, devant nous, la Méditerranée s'ouvrait en grand, l'air sentant le sel et l'aventure. Je suis descendu sous le pont avant même que nous soyons sortis de la zone où la vitesse est limitée. Le robinet de la cuisine avant fuyait. Je l'avais remarqué lors de notre dernière sortie, un joint usé, la réparation la plus basique qui soit. J'ai démonté le robinet, et je l'ai remonté en moins de 4 minutes. Je le sais, parce que je me chronomètre toujours dans ma tête. Je chronomètre toutes mes réparations. Pas pour une raison particulière, c'est juste l'habitude de quelqu'un qui fait ça depuis assez longtemps, pour savoir exactement combien de temps chaque chose doit prendre. Quand je suis remonté sur le pont, Arnaud tenait audience. Il avait trouvé la meilleure place sur le bateau, le dos tourné à l'horizon, face à son public, et il était en plein milieu d'une anecdote sur une transaction immobilière. Les 2 collègues riaient. Élise regardait l'eau. Céline discutait doucement avec Marie, près de la poupe. Éric était appuyé sur la rambarde, les bras croisés, affichant le langage corporel d'un homme qui est physiquement présent, mais pas vraiment impliqué. Diane était dans le salon, je suppose, ou bien à la barre. J'ai découvert plus tard qu'elle se tenait juste à l'intérieur, derrière la porte du salon, d'où elle pouvait entendre distinctement tout ce qui se disait sur le pont. J'ai monté la dernière marche, et Arnaud a tourné la tête vers moi. Stéphane. Il a incliné son verre. Où avais-tu disparu? Je réparais le robinet à l'avant, lui ai-je dit. Le joint était usé, ça fuyait. L'un de ses collègues le plus grand, celui qui riait le plus fort a fait une moue compatissante. Il y a toujours quelque chose qui casse sur ces vieux bateaux, hein. Elle navigue très bien, ai-je répondu avec le sourire. C'est juste de l'entretien régulier.
comme pour tout. Arnaud a regardé ses collègues. Puis, il m'a regardé, et j'ai vu la seconde exacte où il a décidé de le dire. Il y a eu un bref calcul dans ses yeux. Le genre de décision qui se prend en une fraction de seconde, et qui vous dit tout sur le caractère d'une personne, car ce sont dans ces intervalles spontanés que les gens vous montrent vraiment qui ils sont. Tu sais, a-t-il dit, et sa voix était assez forte pour porter clairement jusqu'aux oreilles de tout le monde sur le pont, les plombiers n'ont rien à faire ici. Il souriait quand il l'a dit. Ses collègues ont souri aussi. Je pense que c'était censé passer pour une blague. Une petite pique légère, dont tout le monde était censé rire avant de passer à autre chose. Le genre de remarque qui fonctionne, seulement si la cible est trop gentille ou trop intimidée pour riposter. Le pont est devenu extrêmement silencieux. Je dis ça au sens littéral. Toutes les conversations qui avaient lieu se sont arrêtées net. Marie a cessé de parler. Céline s'est figée. Éric a décroisé les bras, et s'est redressé de toute sa hauteur. Élise a détourné le regard de l'eau. Et moi, j'ai regardé Arnaud Levasseur. Cet homme, dans sa chemise en lin qu'il avait repassée spécialement pour l'occasion, j'en mettrais ma main à couper, se tenant sur le pont en teck d'un bateau dont il n'avait jamais possédé le moindre centimètre carré, buvant un verre d'un whisky qui m'appartenait. Dans la 5e année de son mariage avec ma fille, mariage que j'avais financé d'une manière que je n'aurais jamais osé lui rappeler. Je l'ai regardé pendant un long moment, assez long pour que son sourire commence à développer une légère incertitude sur les bords. Je n'ai pas cherché à discuter. Je ne me suis pas mis en colère. Fidèle au titre de l'histoire que je vous raconte, je lui ai simplement adressé un signe de tête lent et mesuré, j'ai tourné les talons, et j'ai marché droit vers la barre. Derrière moi, le silence sur le pont était lourd, étouffant. J'ai entendu Éric faire un petit bruit bref, contrôlé, qui l'a transformé en tout. J'ai entendu Arnaud s'éclaircir la gorge et reprendre son histoire, plus fort et plus vite cette fois, comme font les gens quand ils essaient de boucher une fissure dans un mur, avec des mots. J'ai gardé mes mains sur le volant, et les yeux fixés sur l'eau. Mais dans ma poitrine, très doucement, quelque chose s'est mis dans une nouvelle position. Comme une pièce de machinerie, légèrement désalignée depuis longtemps, qui s'emboîtait enfin à la perfection. Pas encore, ai-je pensé, mais bientôt. Voici ce que personne ne vous dit sur la vengeance. Les films ont tout faux. Et ils ont faux, parce que la patience ne donne pas un cinéma très captivant. Dans les films, la vengeance est immédiate. Elle est brûlante. C'est la table renversée, la confrontation publique, le méchant démasqué lors d'une scène dramatique avec de la musique orchestrale en fond. La vraie vengeance, celle qui satisfait pleinement, celle qui clôture définitivement les comptes, est froide et patiente. Elle se construit comme on fabrique un bon moteur, pièce par pièce, dans un espace où personne ne vous regarde, jusqu'à ce que vienne le moment de tourner la clé, et que tout fonctionne exactement comme vous l'avez conçu. J'ai passé le trajet du retour en voiture à y réfléchir. Pas à ruminer, pas à repasser en boucle les mêmes pensées furieuses, non. J'ai réfléchi de manière claire et diagnostique, avec la même approche que face à un problème moteur complexe. Qu'est-ce que je sais réellement? Qu'est-ce que je vois vraiment? Que m'indique le symptôme sur la cause sous-jacente? Que savais-je vraiment d'Arnaud? Je savais qu'il était arrogant. Je savais qu'il était négligent avec la dignité des autres, ce qui est une forme de négligence très spécifique et révélatrice. Le genre qui vous prouve qu'une personne n'a jamais eu besoin de dépendre des autres, ne s'est jamais retrouvé à la merci de la bonne volonté de quelqu'un d'autre, et a vécu une vie suffisamment protégée pour ne jamais ressentir le besoin de prêter attention aux personnes en dessous d'elle. Et j'avais récemment, dans les semaines et les mois précédant la sortie en bateau, commencé à remarquer autre chose, quelque chose de plus difficile à nommer, mais tout aussi réel. Des histoires d'argent. De petits détails. La façon dont Élise s'était mise à gérer l'addition lors des dîners de famille, avant qu'Arnaud ne puisse attraper son portefeuille, avec une désinvolture un peu trop étudiée. La façon dont elle avait esquivé une question sur leur projet de vacances, avec un rire sec qui sonnait faux. La façon dont Arnaud avait mentionné, à 2 reprises dans 2 conversations différentes, un investissement particulier qu'il avait fait et qui allait rapporter très gros d'une semaine à l'autre. Rapporter très gros d'une semaine à l'autre. J'ai travaillé et vécu assez longtemps pour savoir ce que ces mots signifient. Ce sont les mots d'un homme qui a parié sur quelque chose, qui a perdu, et qui n'est pas encore prêt à l'avouer à qui que ce soit, et probablement pas à lui-même.
3 jours après cette sortie en mer, j'ai fait un trajet en ville, jusqu'au cabinet de mon notaire. Je me suis assis dans un fauteuil en cuir, face à un homme qui gérait mes dossiers d'entreprise depuis 15 ans, et j'ai signé un testament nouvellement rédigé. J'en ai complètement retiré Arnaud. S'il m'arrivait quoi que ce soit, ses mains ne toucheraient jamais un seul centime de ce que j'avais construit. S'il arrivait quoi que ce soit à Élise, ça parierait dans une fiducie protégée, gérée par des mandataires indépendants, totalement hors de sa portée. Mais je n'avais pas fini. J'ai appelé Eric après que Diane se soit endormie. Assis dans le garage, la porte entr'ouverte, avec mon téléphone et une tasse de café devenu froid. J'ai besoin de savoir quelque chose, lui ai-je dit quand il a décroché. Au sujet d'Arnaud, a dit Eric. Il n'en a pas fait une question. Il l'a affirmé, comme il affirme toujours les choses qu'il a déjà devinées. Ouais. Un silence. Je l'ai entendu bouger dans son fauteuil. Je me demandais, dit-il lentement, combien de temps il te faudrait pour passer ce coup de fil. Je me suis penché en avant. Tu sais déjà quelque chose. Je sais quelques petits trucs, répondit-il. Je sais que le beau-frère de René travaille dans un office notarial, en ville. Et je sais que, ces derniers mois, il a remarqué des schémas inhabituels dans les registres de transactions, concernant un ensemble de propriétés commerciales dans lesquelles l'agence d'Arnaud est impliquée. Quel genre de schémas inhabituels? Le genre, dit prudemment Eric, où les chiffres qui rentrent ne correspondent pas aux chiffres qui sortent, et où la différence entre les deux semble se reposer tranquillement, quelque part bien au chaud. Je suis resté silencieux un instant. Eric. Ouais. Je vais avoir besoin de ton aide pour ça. Je sais, m'a-t-il dit. C'est pour ça que j'ai répondu. Voici un fait concernant ceux qui travaillent avec leurs mains toute leur vie, et que ceux qui ne l'ont jamais fait ne comprennent pas. Vous apprenez comment fonctionnent les systèmes. Vous apprenez que chaque système a des règles, et que chaque règle a une raison d'être. Et quand quelque chose tombe en panne, c'est qu'une de ces règles a été enfreinte, quelque part le long de la chaîne. Vous apprenez à remonter la piste, à suivre la chaîne depuis le symptôme jusqu'à la source, peu importe la longueur de cette chaîne, ou le nombre de détours qu'elle fait dans l'obscurité. Remonter la chaîne des finances d'Arnaud nous a pris environ 6 semaines. Eric m'a mis en contact avec le beau-frère de René lors d'une conversation très discrète. Non pas pour faire quoi que ce soit d'illégal, simplement pour comprendre ce qui était publiquement enregistré, et ce qu'un œil professionnel expérimenté pouvait légitimement observer. Ce que nous avons découvert, étape par étape, grâce au registre public et à une poignée de conversations très discrètes avec des gens qui savaient où regarder, n'était pas un tableau compliqué. L'agence d'Arnaud avait été impliquée dans une série de fonds d'investissement en immobilier d'entreprise, au cours des 2 dernières années. Sur le papier, structurés correctement, ils ressemblaient à des produits d'investissement tout à fait légaux. Des capitaux d'investisseurs, regroupés et déployés dans l'immobilier commercial, générant des rendements redistribués selon un calendrier précis. Dans la pratique, ce qui se passait était tout autre. Les investissements n'avaient pas été aussi performants qu'Arnaud l'avait fait croire. Les pertes s'étaient accumulées discrètement, et, plutôt que de révéler ces pertes aux personnes dont l'argent était en jeu, Arnaud avait fait ce que les hommes dans sa position font parfois, lorsqu'ils se croient plus intelligents que le système. Il avait utilisé les fonds de nouveaux investisseurs pour simuler des rendements destinés aux premiers investisseurs. Il avait déplacé de l'argent entre plusieurs comptes, de façon à masquer la réalité de chaque investissement, et, au passage, des sommes non négligeables s'étaient retrouvées sur des comptes portant les empreintes d'Arnaud. Ce n'était pas très sophistiqué. C'est la première chose que j'ai pensé quand j'ai compris l'ampleur du problème. Ce n'est vraiment pas sophistiqué. Un homme qui se prenait pour un stratège financier, un professionnel doté de vision, avait monté l'une des fraudes financières les plus basiques et les plus documentées qui soient. Le genre d'escroquerie étudié dans les manuels scolaires, le genre qui fonctionne très bien, jusqu'au jour où quelqu'un décide de jeter un œil. Personne n'avait encore décidé de jeter un œil. Je suis resté avec ces informations pendant une semaine entière, avant d'agir. Je tiens à préciser cela, car c'est important. Cette semaine n'a pas été une semaine de colère. Ce fut une semaine de réflexion profonde, pour Élise. Car, quelle que soit la décision que j'allais prendre, c'est sa vie qui allait être touchée en premier. Son nom était lié à cet homme. Ses finances étaient, d'une manière que je ne comprenais pas encore tout à fait,
entremêlées aux siennes. Son avenir serait façonné par la manière dont tout cela allait se dérouler. Et je n'allais pas me montrer aussi imprudent avec ma fille qu'Arnaud l'avait été avec moi. Alors, j'ai appelé Élise. Je l'ai invitée à déjeuner dans un petit restaurant où nous allions souvent depuis qu'elle était au lycée. Un endroit dans les quartiers nord, avec un mauvais éclairage, mais un excellent café, et un patron qui se souvenait toujours de votre commande. Elle est arrivée en tenue médicale, sortant tout droit de son service, des cernes sombres sous les yeux, qu'elle avait imparfaitement dissimulées avec du maquillage. Elle a commandé des œufs bénédicts, un café noir, sans rien changer, comme toujours. Je l'observais, de l'autre côté de la table, essayant de déchiffrer son visage comme je le faisais depuis qu'elle avait 4 ans, lorsqu'elle apprenait à cacher que quelque chose n'allait pas. « Comment vas-tu » ai-je demandé. « Je vais bien, papa. Fatigué, mais ça va. C'est une période intense au travail. » Elle a entouré sa tasse de café de ses mains. « Comment va maman ?»« Bien. » « Elle va bien, Élise. » Elle m'a regardé. « Comment ça se passe, avec Arnaud ?» La pause n'a pas été très longue. Peut-être 2 secondes. Mais 2 secondes, c'est très long dans une conversation entre 2 personnes qui se connaissent aussi bien qu'Élise et moi. On a eu un peu de stress, a-t-elle avoué. Des histoires d'argent. Ce n'est rien d'insurmontable, je crois. Arnaud dit que c'est juste un petit problème de trésorerie à court terme. Cette expression m'a fait l'effet d'un outil qu'on lâche sur le pied. Quel genre d'histoire d'argent, ai-je demandé. Elle a secoué légèrement la tête, regardant son café. C'est plutôt le domaine d'Arnaud, en fait. Je n'ai pas vraiment de visibilité sur le côté business des choses. Il gère tout. Depuis combien de temps gère-t-il tout? La pause a été plus longue cette fois. Environ 2 ans, a-t-elle dit doucement. Je l'ai fixée. Elle regardait toujours son café. Élise, ai-je dit, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Elle a levé les yeux, et j'ai vu quelque chose dans son regard que j'ai reconnu. Pas de la peur, pas exactement, plutôt une sorte de souffle suspendu. L'expression de quelqu'un qui attendait une conversation précise, et qui ne sait pas s'il est soulagé, ou terrifié, quel est enfin lieu. J'ai fouillé un peu de mon côté, lui ai-je dit. Je veux faire attention à ce que je te dis en ce moment, car je ne veux pas te donner qu'une moitié de l'histoire. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, avant qu'on aille plus loin. Quoi? J'ai besoin que tu prennes ton propre avocat. Quelqu'un qui n'a jamais rencontré Arnaud, qui n'a aucun lien avec son agence, et en qui tu as totalement confiance. Elle est restée parfaitement immobile. Papa, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé des questions qui nécessitent un examen professionnel, ai-je dit. Et j'ai surtout compris que tu devais être protégé, avant que ces questions ne trouvent des réponses dans un cadre légal. Elle a posé son café, délibérément. Elle m'a regardé pendant un long moment, avec ses yeux cernés, son visage d'infirmière en pédiatrie. Le visage de quelqu'un dont le métier est d'annoncer de mauvaises nouvelles à des parents, et qui a appris à rester d'un calme absolu, dans les moments où tout bascule. À quel point c'est grave, a-t-elle demandé. Je n'en connais pas encore toute l'ampleur, ai-je répondu honnêtement. Mais je pense que tu dois te préparer à ce que ce soit très important. Elle a hoché la tête une fois, d'un mouvement petit et contrôlé. D'accord, a-t-elle dit. D'accord. Elle a tendu le bras par-dessus la table, a posé sa main sur la mienne pendant une seconde, et l'a pressée. Puis, elle a repris son café, en a bu une gorgée, et nous sommes restés là encore un moment, à parler de son travail, et du jardin de sa mère à la marina. Je l'ai laissé profiter de cette normalité quelques minutes de plus, car elle allait devoir s'en faire des réserves. Papa, m'a-t-elle dit au moment de partir. Oui. Tu enquêtais sur ça depuis un moment, n'est-ce pas? Depuis quelque temps, oui, ai-je confirmé. Est-ce que c'est à cause de ce qu'il a dit sur le bateau? J'ai réfléchi. Ce n'était pas la seule raison, ai-je dit. Mais ça m'a réveillé, et ça m'a poussé à regarder de plus près. Elle est restée silencieuse, boutonnant sa veste. Alors je suis désolé pour ce qu'il a dit. Ne le sois pas, lui ai-je répondu. Ne t'excuse pas pour lui. Pas à moi. Elle a croisé mon regard.
Il avait tort. Sur plusieurs points, oui, ai-je reconnu. Mais nous y reviendrons. L'avocate que j'ai trouvée pour Élise pratiquait le droit de la famille et le droit civil, dans un très bon cabinet du centre-ville. Une femme qui exerçait depuis plus de 20 ans, qui s'exprimait par phrases complètes, et qui ne jouait jamais la carte de la fausse assurance si elle n'avait pas les preuves pour l'appuyer. Élise m'a appelé après leur première rencontre et m'a dit « Je l'aime bien ». C'était suffisant. J'ai également fait jouer mon réseau de clients, un réseau cultivé au fil de 12 années de travail dans cette ville, pour contacter un homme ayant passé une partie de sa carrière à la brigade financière, avant de devenir consultant privé. Je ne le décrirai pas plus. Ce que je dirais, c'est que lorsque je me suis assis avec lui pendant 1 heure, pour lui exposer le schéma qu'Éric et moi avions retracé, il m'a regardé par-dessus sa tasse de café et m'a dit « Vous comprenez que ça va ouvrir certaines portes. » C'est le but, ai-je répondu. Et votre fille, elle a pris ses dispositions? Elle a une avocate. Elle est très méticuleuse. Il a hoché la tête, puis a repris son café. Très bien. Je vais passer quelques coups de fil. Ce qui a suivi, je ne peux le décrire que de l'extérieur. Les choses se sont passées dans des bureaux où je n'étais pas présent, des conversations dont je ne faisais pas partie, des procédures qui avançaient au rythme des institutions, et non des individus. Ce que je sais, c'est que les informations que nous avions compilées ont trouvé leur chemin jusqu'aux mains professionnelles appropriées, et que ces mains les ont jugées dignes d'une enquête officielle. Une enquête a commencé, discrètement au début. Ces choses sont toujours discrètes au début. Le bruit ne vient que plus tard. J'ai fait asseoir Diane un soir, lorsque j'ai eu suffisamment d'éléments pour lui dresser un tableau réaliste de la situation. Elle a écouté, sans m'interrompre. Diane n'interrompt jamais. Elle attend que vous ayez fini, puis elle pose les 2 ou 3 questions qui visent directement le cœur du problème. Quand j'ai eu terminé, elle est restée silencieuse un long moment. Depuis combien de temps sais-tu tout ça, a-t-elle demandé de façon très claire. Environ 6 semaines. Je rassemble les pièces du puzzle depuis un peu plus longtemps. Et Élise est au courant. Elle sait ce qu'elle doit savoir. Elle est protégée. Diane a posé ses 2 mains à plat sur la table de la cuisine, fixant le mur derrière ma tête pendant un long moment. Je reconnaissais cette posture. C'est la posture de Diane en train de faire des mathématiques, mais pas avec des chiffres. Il s'est assis à notre table, a-t-elle dit. Pas avec colère, mais comme on énonce un fait. Ouais. Il s'est assis à notre table, t'a serré la main, nous a remerciés pour le mariage d'Élise, et a appelé ton bateau un petit projet du dimanche. Ouais. Elle a hoché lentement la tête. Puis, elle s'est levée, et est retournée à la cuisinière. Elle préparait quelque chose qui avait besoin d'être remué, et elle l'a remué. Tu sais ce qu'il faut faire, a-t-elle lancé. Ce n'était pas une question. Je sais ce qu'il faut faire, ai-je confirmé. Alors, fais-le, a-t-elle dit, tout en continuant à remuer. 31 ans de mariage avec cette femme. Pas une seule fois, en 31 ans, je n'ai pris de décision majeure sans elle. Et pas une seule fois, en 31 ans, elle ne m'a donné autre chose que la version claire et sans phare de ce qu'elle pensait. Diane ne joue pas la comédie du soutien moral. Soit elle vous soutient, soit elle ne vous soutient pas. Et quand elle le fait, c'est du genre à porter les murs porteurs. La dégringolade sociale a commencé avant la dégringolade judiciaire, ce qui est toujours l'ordre des choses dans le monde où évoluait Arnaud Levasseur. Le monde de la finance est un organisme social tout autant qu'économique, et il possède ses propres réponses immunitaires. Quand quelque chose tourne mal, les gens commencent à s'en éloigner, avant même de pouvoir formuler exactement pourquoi. C'est comme les animaux qui s'agitent avant une tempête. Les invitations d'Arnaud se sont taries. Les appels, qui lui étaient autrefois retournés dans l'heure, prenaient désormais des jours. Les déjeuners étaient programmés, puis reprogrammés, avant de sombrer dans le silence. Ses associés, y compris les 2 types en polo du bateau, dont le lien avec Arnaud était basé sur l'utilité plutôt que sur l'affection, ont commencé à prendre une distance ciblée. Arnaud s'en est rendu compte. Bien sûr qu'il l'a remarqué. Un homme comme Arnaud avait bâti tout son sentiment de sécurité sur l'architecture sociale qui l'entourait, et il sentait cette architecture se dérober, comme la terre avant un effondrement. Il a commencé à arriver au dîner de famille avec une énergie nouvelle.
trop rayonnant, trop pressé, le rire trop bruyant, les anecdotes qui s'éternisaient, le contact visuel légèrement trop soutenu. Ce genre de surcompensation, qui se lit d'une toute autre manière, une fois que l'on comprend ce qu'elle essaie de masquer. Il avait précisément l'air d'un homme qui court très vite dans le noir, tout en essayant de faire croire qu'il se promène en plein jour. Élise se tenait droite, avec une assurance qui impressionnait tous ceux qui savaient le fardeau qu'elle portait. Elle allait travailler. Elle venait dîner. Quand Arnaud voulait se disputer à propos d'argent, à 22h ou 23h, elle répondait qu'elle était fatiguée, et elle le pensait sincèrement. Elle rencontrait régulièrement son avocate. Elle bâtissait des fondations de son côté du mur, doucement, brique par brique. La confrontation chez nous a eu lieu quand Arnaud a débarqué à l'improviste, chose qui n'était jamais arrivée auparavant, car Arnaud programmait toujours ses apparitions. Il se tenait devant notre porte, avec un visage qui essayait de paraître détendu, mais qui atteignait plutôt un point entre la tension et le désespoir. Diane l'a laissé entrer. Je suis sorti de la cuisine. Nous nous sommes assis dans le salon. Diane, sur sa chaise. Arnaud s'est assis sur le canapé, a joint les mains, et a commencé à parler. Les mots sont sortis par morceaux d'abord, puis en rafale. Des complications à l'agence, des malentendus sur la catégorisation des fonds. Tout allait être résolu. Il en était très confiant. Mais, à court terme, il y avait une certaine compression, un petit resserrement des liquidités, et il cherchait quelques options pour faire la transition. Et sa famille, étant des gens sur qui il avait toujours pu compter. Combien ai-je coupé? Il a cligné des yeux. Il s'attendait à devoir prendre un chemin plus long. Je suis encore en train de calculer l'exact. Arnaud. Ma voix était à la même température que la pièce. Combien d'argent demandes-tu? Il a lâché le chiffre. Ce n'était pas une petite somme. C'était le genre de chiffre qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur la profondeur du gouffre. Parce qu'un homme ne commence pas avec une telle demande, à moins qu'il ne fasse des calculs dans le noir depuis très longtemps, et qu'il n'ait épuisé toutes ses autres options. Non, ai-je dit. Il m'a dévisagé. Enfin, Stéphane, je comprends bien que c'est. Non, ai-je répété. C'est. Écoutez, cela affecte Élise. Cela affecte votre fille. Élise, ai-je dit calmement, va très bien s'en sortir. Quelque chose a traversé son visage. Puis, une nouvelle forme de calcul s'est mise en place. Le genre de calcul qui se produit lorsqu'un homme, qui a toujours pris pour acquise la forme du paysage, se demande soudain si ce paysage n'a pas été réaménagé à son insu. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé. J'ai soutenu son regard, et j'ai alors prononcé les mots que j'avais retenus sur l'eau. Cela signifie, Arnaud, que c'est ma famille. C'est mon yacht. Et tu n'as pas ta place ici. Je me suis levé. Diane s'est levée. La réunion était terminée. Arnaud est parti sans dire au revoir sur le seuil. Je l'ai entendu démarrer sa voiture dans l'allée. Je l'ai entendu faire marche arrière plus vite qu'il ne le fallait. La façon dont les gens conduisent quand ils ont besoin d'avoir l'impression d'avancer, même s'ils ne savent pas où ils vont. Diane est venue se tenir près de moi dans le couloir, une fois le bruit dissipé. Il le sait, a-t-elle dit. Il ne sait pas ce qu'il ignore, et c'est la pire des positions dans laquelle se trouver. Elle m'a regardé. Combien de temps encore? Pas longtemps, ai-je répondu. L'enquête officielle est devenue publique, doucement, puis soudainement, comme ce genre de choses finit toujours par se savoir. D'abord un murmure dans certains cercles, puis une déclaration factuelle dans la section économique du journal local, qui s'est répandue dans le monde d'Arnaud comme de l'eau trouvant son niveau. Laissez-moi être précis sur un point. Je n'ai fait aucune fuite dans la presse. Je n'ai pas orchestré son exposition publique. Ce que j'ai fait, c'est m'assurer que des informations précises parviennent aux personnes légalement et professionnellement habilitées à les examiner. Je ne suis pas un homme qui fait des scènes théâtrales. Je suis un homme qui construit des choses pour qu'elles fonctionnent correctement, et qui les laisse tourner. Ce que l'enquête a révélé était, comme je m'en doutais, pas particulièrement compliqué. La manigance sous-jacente était si simple qu'elle en était presque insultante. Le genre de fraude qui fonctionne parce qu'elle repose sur la confiance,
et parce que les personnes escroquées respectent suffisamment l'homme en question pour ne pas y regarder de trop près. Les investisseurs qui ont perdu de l'argent étaient de vraies personnes. Cela comptait pour moi. Je veux que ce soit clair, cela a toujours fait partie de ma réflexion. Un couple de retraités d'un des vieux quartiers de l'est de la ville. Un propriétaire de petite entreprise de la banlieue, qui avait économisé pendant 20 ans, et décidé de faire confiance à un homme avec une bonne poignée de main. Une femme dans la soixantaine, qui avait hérité d'une modeste somme de sa défunte mère, et l'avait placé dans ce qu'Arnaud avait personnellement et spécifiquement décrit comme un véhicule d'investissement stable et conservateur. C'étaient ces gens-là, qui se trouvaient de l'autre côté du miroir d'Arnaud. Quand Élise a lu le dossier complet, je me suis assis avec elle quand elle l'a fait, à la table de la cuisine, dans la maison dont nous allions bientôt confirmer qu'elle était légalement la sienne. Elle est devenue silencieuse. De ce silence qu'elle adopte parfois, lorsqu'elle assimile une information difficile à avaler. Il m'a dit que c'était totalement légal, a-t-elle dit. Il parlait d'intégrité. Il a utilisé ce mot-là. Je sais. Il s'est assis à ta table. Je sais. Elle a plié les papiers avec la même précision que sa mère lorsqu'elle manipule quelque chose d'important. Les bords bien alignés, les coins bien carrés. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, la procédure suit son cours, ai-je répondu. Ton avocate sait ce qu'elle fait. Et lui? Il aura ses propres avocats. Ce ne sera pas rapide, mais ce sera définitif. Elle a hoché la tête. Papa. Elle m'a regardé. Merci de ne pas avoir laissé passer. Ça n'a jamais été une option, lui ai-je dit. Les papiers du divorce ont été déposés alors que l'enquête en était encore à ses premières étapes officielles. L'avocate d'Élise avait fait le genre de travail préparatoire minutieux, qui ne vient que d'une véritable compétence. Les actifs documentés, les comptes retracés, le patrimoine conjugal cartographié avec une précision chirurgicale. Ce que cette cartographie a révélé, c'est qu'Arnaud avait réussi, au cours de ces 2 années de détérioration financière, à dilapider la majeure partie de leurs économies communes. Des économies qui avaient été largement bâties sur les revenus d'Élise, pendant la période où les investissements d'Arnaud se contentaient d'engloutir de l'argent sans en produire. Le nom d'Élise figurait sur l'acte de propriété de leur maison. C'était un détail auquel Arnaud n'avait jamais prêté une attention particulière, car c'était lui qui l'avait acheté, et il l'avait toujours considéré comme la sienne, dans le sens figuré du terme. Son avocat, à un moment donné des négociations, a dû l'informer que c'était le sens légal qui comptait. L'accord ne fut pas tendre pour lui, mais il ne fut pas excessif non plus. Élise ne voulait pas d'excès, elle ne voulait pas de théâtre, ni le genre de guerre interminable que deviennent parfois les divorces. Elle voulait ce qui lui appartenait, clairement et proprement, et elle voulait en finir. Elle a gardé la maison. Elle a conservé ses comptes d'épargne retraite. Elle est sortie du mariage sans aucune dette attachée à son nom, car son avocate avait été très claire et méticuleuse pour documenter quelles dettes étaient véritablement conjugales, et lesquelles avaient été contractées unilatéralement par un homme prenant des décisions dans le dos de sa femme. Elle m'a appelé depuis le parking souterrain du cabinet de l'avocate, lorsque la signature finale a eu lieu. J'entendais l'écho de l'espace en béton dans sa voix. C'est fait, a-t-elle dit. Comment te sens-tu? Elle a réfléchi. Elle est honnête, comme sa mère. Elle ne donne jamais de réponse rapide lorsqu'une réponse sincère exige un moment de réflexion. J'ai l'impression que je peux enfin respirer, a-t-elle dit. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps je retenais mon souffle. 2 ans, peut-être plus. Et là, c'est comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre. J'ai eu besoin d'une seconde pour encaisser ça. Bien, ai-je dit en reprenant mes esprits. C'est exactement ce qu'on doit ressentir. La résolution judiciaire officielle de la situation professionnelle d'Arnaud a pris la forme que prennent habituellement ces affaires, lorsque les preuves sont accablantes, et que les avocats des 2 parties comprennent la configuration du terrain. Son agence a été dissoute. Ses associés ont fait face à divers degrés de responsabilité civile, en fonction de leur niveau de participation consciente. Arnaud, quant à lui, a été accusé de fraude boursière et d'escroquerie, des accusations pénales majeures avec tout le poids que cela implique. Son avocat était doué et cher, et il a mérité ses honoraires. Un accord a été trouvé avec le procureur. Arnaud n'est pas allé en prison ferme.
Mais les termes de l'accord n'étaient pas tendres, ils n'étaient pas discrets, et ils n'étaient pas temporaires. Une pénalité financière colossale, le genre qui s'accroche à l'historique de crédit d'un homme et le poursuit à vie. Une période d'assignation à résidence sous surveillance électronique, et une interdiction à vie de travailler dans les services financiers, de gérer des fonds d'investisseurs, ou d'occuper un poste de confiance sur l'argent d'autrui. L'homme qui s'était tenu sur mon bateau, et qui m'avait informé que les plombiers n'avaient rien à y faire, était désormais interdit, par décision de justice, de se voir un jour confier les finances des autres. Il a également été contraint de participer à un processus de restitution structuré pour les investisseurs lésés, le couple de retraités, le patron de petite entreprise, la femme avec l'héritage de sa mère. Il ne récupérerait pas tout. Ces affaires aboutissent rarement à un recouvrement total, mais ils obtiendraient quelque chose, et ils auraient la reconnaissance officielle que ce qu'on leur avait fait était mal, documenté, et puni. Cela comptait pour moi. Cela, plus que tout le reste de cette affaire, comptait pour moi. Le repas chez Marie et Eric a eu lieu environ 3 semaines après que l'enquête ait été rendue publique. Ce n'était pas une célébration. Je tiens à le préciser. Personne n'a porté de toast. Personne n'a fait de discours sur ce qui venait de se passer. C'était juste un dîner, comme nous l'avions toujours fait. Les mêmes personnes, dans une maison chaleureuse, avec de la bonne nourriture, et le genre de conversation qui naît quand tous les gens dans la pièce s'apprécient sincèrement. Élise est entrée et elle avait l'air différente. Pas seulement plus légère dans un sens métaphorique, mais réellement différente. L'inclinaison de ses épaules avait changé. Son visage avait retrouvé ce côté ouvert qu'il avait avant que ses années avec Arnaud ne lui apprennent à être sur ses gardes. Céline l'a vue en premier. Elle a traversé la cuisine en 4 enjambées, a attrapé Élise par les 2 mains, et a dit « Regarde-moi ça ». Et Élise a ri. Et c'était un vrai rire, de ceux qui ne sont pas sur la défensive. J'ai dû me détourner une seconde, pour regarder un tableau sur le mur. Eric m'a trouvé près de la fenêtre, une bière à la main, comme à son habitude. « Comment tu le vis ?» a-t-il demandé. J'ai balayé la pièce du regard. Diane et Marie étaient dans un coin, engagées dans une de ces conversations qui tournaient en continu depuis plus de 30 ans. Élise et Céline étaient au comptoir. René examinait quelque chose sur la bibliothèque d'Éric, avec l'appréciation sérieuse d'un vrai lecteur. « Bien », ai-je répondu. « Je le vis bien. » Éric est resté silencieux un instant, observant la même pièce que moi. « Tu sais, » a-t-il dit, « quand tu m'as appelé ce soir-là, j'ai failli te dire de laisser tomber. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» Il y a réfléchi. « Parce que je savais que tu aurais hoché la tête, dit d'accord, et que tu te serais débrouillé tout seul pour le faire. Et de cette façon, j'ai pu me rendre utile. » Il a pris une gorgée. « Et puis, ce qu'il t'a dit sur le bateau, devant tout le monde. » Il a secoué la tête. Un homme qui dit une chose pareille, il ne parle pas seulement de plomberie. Non, ai-je reconnu. Il ne parlait pas de ça. Il parlait de tout ce que tu es, a repris Éric. De tout ce que tu as construit. Il te disait qu'il ne le voyait pas. Qu'il ne te voyait pas, il a marqué une pause. Les hommes comme ça sont dangereux. Pas parce qu'ils sont puissants, mais parce qu'ils sont négligents. J'ai hoché la tête. Nous sommes restés là un moment de plus. Tu n'as jamais élevé la voix, a remarqué Éric. Sur le bateau. Tu as juste hoché la tête et tu es retourné à la barre. Tu n'as pas eu besoin d'en dire plus. Non, a-t-il dit. Tu n'en as vraiment pas eu besoin. Le reste, c'était juste la continuité. Nous avons sorti le rêve de Diane environ 2 mois après que le divorce a été finalisé. Première vraie sortie de la saison. La marina était bondée, comme c'est toujours le cas quand la météo tourne au beau fixe, et que tout le monde se rappelle, au même instant, qu'il possède un bateau. Nous avons pris notre temps pour quitter le quai, ce qui est la seule façon de quitter un quai quand on tient à sa coque. Diane, Élise, Marie, et Éric, René et Céline, les bonnes personnes. La mer devant nous était dans une forme éclatante. Une longue lumière douce, un vent léger, le genre d'après-midi où on a l'impression que l'eau et le ciel se sont mis d'accord pour être magnifiques pendant quelques heures, et qu'il faudrait être bien ingrat pour ne pas être sur l'eau quand ça arrive. J'ai pris la barre en quittant la zone réglementée, et je l'ai gardée presque toute l'après-midi, car c'est à la barre que j'aime être, sur le rêve de Diane.
C'est là que le moteur vous parle le plus clairement. Là où l'on ressent l'eau à travers la coque. Là où tout le travail que j'ai mis dans ce navire pendant 6 mois de restauration se manifeste, dans la façon dont elle se déplace. Élise est venue se tenir à côté de moi à un moment, de la même manière qu'elle se tenait près de moi quand elle était petite et que je travaillais sur quelque chose. Assez proche pour marquer sa présence, mais assez silencieuse pour ne pas déranger. Elle navigue bien, a dit Élise, en parlant du bateau. Elle navigue super bien, ai-je répondu. J'ai reconstruit l'accouplement du moteur bâbord l'hiver dernier. Elle est en meilleur état que quand je l'ai achetée. Élise est restée silencieuse un instant, regardant la mer droit devant. Papa, a-t-elle dit. Ouais. Tu sais ce qui me frappe, dans ce qu'il a dit? À propos des plombiers. Dis-moi. Le truc, a-t-elle expliqué, c'est le robinet que tu réparais quand il t'a insulté. Ce robinet qui a tout déclenché. Si tu ne l'avais pas réparé, il aurait continué à fuir. Et un robinet qui fuit devient une vraie fuite. Et une vraie fuite fait des dégâts. Et des dégâts, sur un bateau, dans un système clos sous la ligne de flottaison, ça devient catastrophique si on ne s'en occupe pas. Elle m'a regardé. Il se moquait de toi parce que tu empêchais un désastre. C'est ça qu'il trouvait drôle. Je l'ai regardé. Il ne comprenait pas ce qu'il avait sous les yeux, a-t-elle ajouté. Il n'a jamais compris ce qu'il avait sous les yeux. Ni le bateau. Ni toi. Ni moi. Elle a fait une pause. Et je l'ai laissé ne pas comprendre pendant trop longtemps. Tu étais une bonne épouse, ai-je répondu. J'étais silencieuse, a-t-elle corrigé. Il y a une différence. Nous sommes restés là, sur l'eau, pendant un moment. Marseille derrière nous, la mer devant nous, l'horizon au loin, vaste et paisible. Qu'est-ce que tu veux, lui ai-je demandé. Pas dans l'immédiat. À long terme. Qu'est-ce que tu veux? Elle a réfléchi à la question, avec tout le sérieux qu'elle méritait. Je veux continuer à travailler, a-t-elle répondu. Je veux être bonne dans mon travail. Je veux venir sur ce bateau quand tu voudras bien m'accueillir. Je veux arrêter de jauger chacune de mes décisions en fonction de la réaction de quelqu'un d'autre. Elle a marqué une pause. Je veux être capable de répondre à cette question, sans avoir à filtrer ma réponse au préalable. C'est exactement ce que tu viens de faire, lui ai-je dit. Elle a souri. Ça a atteint ses yeux. Ça a éclairé tout son visage. Ouais, a-t-elle dit. Je crois que oui. Diane est arrivée avec 2 tasses de café, en tendant une à Élise et l'autre à moi, avec cette économie de mouvement précise qu'elle applique à toute chose. Elle s'est tenue entre nous pour une brève pause, regardant l'eau. Et puis elle a passé son bras autour des épaules d'Élise, et Élise s'est blottie contre elle. Et moi, j'ai regardé la mer, ressentant quelque chose dans ma poitrine pour lequel je n'ai aucun terme d'ingénierie. De la gratitude. Peut-être ce type de gratitude spécifique et méritée, qui ne vient pas des choses qu'on vous donne, mais des choses que vous avez su protéger. Je voudrais conclure avec un simple bilan comptable, car je suis, dans l'âme, un homme pragmatique, et je trouve la clarté dans les chiffres. Ce qu'Arnaud Levasseur a amené sur mon bateau, du mépris. Des préjugés. La confiance aveugle d'un homme qui n'a jamais eu à affronter sa propre ignorance. Ce qu'Arnaud Levasseur a remporté en partant, un accord de plaidoyer pénal, la dissolution de son agence, un divorce terminé, une interdiction permanente d'exercer dans les services financiers, et l'obligation de rembourser les gens qu'il a volés. Ce qu'Élise a gardé, sa maison, sa carrière, ses économies, son nom blanchi des dettes de son ex-mari, et cette liberté si particulière d'une personne qui sort d'un espace confiné, pour redécouvrir la sensation de l'air frais sur son visage. Ce que Diane et moi avons, la même chose que nous avons toujours eu, bâti solidement. Une maison qui nous appartient. Un bateau avec le nom de Diane sur la coque, et des fondations profondes, qui n'ont fait que se renforcer au fil des ans. Ce que je suis, 57 ans, mécanicien diesel, un homme capable de réparer un robinet qui fuit en moins de 4 minutes, et qui le fait, sous une forme ou une autre, depuis bien avant qu'Arnaud Levasseur n'essaie son premier costume. Un homme qui possède un yacht. C'est la chose qu'Arnaud n'a jamais comprise. Et c'est la chose que les hommes comme Arnaud échouent constamment à comprendre au sujet des hommes comme moi. Il a regardé mes mains, et n'y a vu que des limites.
Il a entendu le mot mécanicien, et m'a placé sur une étagère en dessous du niveau qu'il estimait m'être réservé. Il s'est tenu sur mon bateau, et a fait une blague à mes dépens, devant ma famille et mes amis. Et il a sincèrement cru, que j'allais absorber l'insulte de la même manière qu'un meuble absorbe le bruit. Il a oublié que les silencieux sont silencieux pour une bonne raison. Il a oublié que l'homme qui répare le robinet sait très exactement où aller pour couper l'arrivée d'eau. Il a oublié que la patience n'est pas de la passivité. C'est de la précision. C'est la différence entre balancer un marteau au hasard, et frapper le point d'impact exact où la structure s'effondre. J'ai attendu. J'ai monté ce dossier de la même façon que je monte un moteur. Pièce par pièce, testé et vérifié. Et quand j'ai été prêt, j'ai tourné la clé. Le moteur a tourné exactement comme prévu. Arnaud Levasseur passera le reste de sa carrière à s'expliquer devant des régulateurs, à payer des remboursements selon un calendrier qu'il n'a pas choisi, et à trouver de nouvelles façons de se présenter à des personnes qui ne connaissent pas son nom. Il ne sera pas pardonné par les investisseurs qu'il a escroqués. Il ne sera pas accueilli à bras ouverts par le monde social qu'il a cultivé. Il n'aura plus de relation avec la fille que j'ai élevée, et que j'aime plus que n'importe quelle autre chose que j'ai pu construire. Et il ne remettra plus, sous aucun prétexte, les pieds sur mon yacht. Cette dernière partie est un petit détail, mais c'est par de petits détails que tout commence. J'ai réparé le robinet sur le yacht, et mon gendre a dit, les plombiers n'ont rien à faire ici. Je lui ai adressé un signe de tête lent, et je suis parti. Et ensuite, je me suis attelé à lui prouver, de la manière la plus minutieuse et la plus permanente dont je disposais, ce que cela signifiait exactement. Le rêve de Diane repose sur l'eau, à son quai dans la rade de Marseille, et il est en excellent état. Je l'inspecte tous les mois. Je fais les petites réparations desquelles surviennent, comme le fait un propriétaire responsable, comme un homme qui comprend que tout nécessite de l'entretien si on veut que cela dure. Certains soirs, si la lumière est belle, je descends seul à la marina. Je m'assois sur le pont avec un café, et je regarde la mer bouger. Ce mouvement lent, imparable, de l'eau, qui se contrefiche de vos contrats commerciaux, du nom de votre entreprise, ou de votre chemise en lin repassée. Elle bouge, c'est tout. Elle bouge toujours. Elle continuera de bouger, bien après que les hommes qui se croyaient importants aient été totalement oubliés. Je ne suis pas un homme très philosophe, mais il y a quelque chose dans la Méditerranée, dans la façon dont elle s'ouvre sur d'autres horizons sans demander la permission, qui m'a toujours paru profondément vrai, d'une manière que je ne saurais pas totalement mettre en mots. Ce que je peux mettre en mots, c'est ceci, personne ne vous donne rien qui vaille la peine d'être possédé. Vous le construisez, ou vous ne l'avez pas. Vous le protégez, ou vous le perdez. Et quand quelqu'un se tient sur ce que vous avez bâti, pour vous dire que vous n'y avez pas votre place, vous avez deux options. Soit vous acceptez son histoire, soit vous la refusez. Je l'ai refusée au nom de Diane, qui a tenu les comptes toutes ces années. Au nom d'Élise, qui a réappris à respirer. Au nom de chaque heure que j'ai passée, les mains dans le cambouis, à construire cette vie. Je l'ai refusée totalement, de manière permanente, et sans m'en excuser. Et l'eau continue de couler. Il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite. Environ un an après que tout fut réglé, le divorce prononcé, la procédure légale conclue, et la situation d'Arnaud fixée dans sa forme permanente, j'ai reçu un appel. Un appel court, professionnel, de la part d'une femme représentant un groupe d'investisseurs ayant bénéficié du processus de restitution. Elle a dit qu'ils avaient appris, par leurs avocats, que l'enquête avait démarré grâce aux informations fournies par un individu privé. Elle a précisé qu'ils ne savaient pas de qui il s'agissait, et qu'ils ne cherchaient pas à le savoir. Elle voulait juste que cet appel soit passé, dans l'espoir que le message trouve son chemin jusqu'à la personne qu'il devait atteindre. Elle m'a dit, dites-leur merci. Dites-leur que le couple de retraités a acheté un vélo à son petit-fils avec le premier chèque de remboursement. Dites-leur que la femme qui avait hérité de sa mère s'offre enfin le voyage qu'elle repoussait depuis 15 ans. Je l'ai remercié de son appel. Je lui ai dit que je ferais passer le message. Je suis resté assis, le téléphone à la main, un bon moment après ça. Dans le garage. Au même endroit où je m'étais assis ce premier soir, après l'appel avec Eric, avec le café froid, le silence, et cette vision claire de ce qu'il fallait accomplir. Un homme m'a dit que les plombiers n'avaient rien à faire sur mon yacht. Et, quelque part à Marseille, une grand-mère a acheté à son petit-fils son tout premier vélo.
Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti dans ce garage à cet instant, et j'ai arrêté d'essayer de le faire. Certaines choses, on les inscrit juste dans le registre, et on les laisse reposer. Diane m'a appelé pour le dîner, sa voix traversant la porte du garage. La même qu'elle a toujours eue. Chaleureuse, directe, la voix de quelqu'un qui m'appelle depuis le garage depuis plus de 3 décennies, et qui a bien l'intention de continuer. J'ai mis le téléphone dans ma poche. Je suis rentré, nous avons dîné à la table de la cuisine, tous les deux, et nous avons parlé de choses sans importance. Et c'était le meilleur repas que j'avais fait depuis très longtemps. Parfois, c'est juste ça, l'histoire. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas ce que vous faites à la personne qui vous a fait du tort. C'est ce que vous préservez, ce que vous protégez, ce que vous gardez intact. Ce qui continue d'exister et de prospérer, en dépit de tout ce qu'ils ont essayé de détruire. Le dîner, le bateau, le mariage, la fille. La vie, toujours debout, tournant toujours à plein régime. Je ne suis pas un homme qui laisse un travail inachevé. Alors, laissez-moi vous dire une dernière chose. La chose qui ne se retrouve jamais dans la version dramatique d'une histoire, tout simplement parce que ce n'est pas dramatique. C'est juste mathématique. Dans les années qui ont suivi, j'ai continué à travailler. L'entreprise s'est développée. Diane tient toujours le registre, bien que ce soit sur un ordinateur maintenant, qu'elle traite avec le même respect précis qu'elle accordait au carnet physique. Élise a pris un poste dans un plus grand hôpital, une belle avancée clinique et professionnelle, un poste qu'on lui avait déjà proposé, et qu'elle avait refusé parce que les horaires ne collaient pas avec le calendrier mondain d'Arnaud. Elle a accepté sans la moindre hésitation. Nous sortons le rêve de Diane régulièrement. J'ai enregistré plus d'heures sur l'eau dans les 2 ans depuis le départ d'Arnaud de nos vies, que pendant les 4 années précédentes combinées. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Je crois que lorsqu'on arrête de dépenser son énergie à gérer une présence toxique, on s'aperçoit que cette énergie doit aller quelque part, et qu'elle a tendance à aller vers les choses qu'on aime vraiment. Diane et moi avons récemment fêté notre 33e anniversaire de mariage, sur l'eau. 2 années complètes se sont écoulées depuis que la tempête a quitté la dynamique de notre famille. C'était un début de soirée, la mer prenait ses teintes profondes d'or et d'ambre, comme c'est le cas quand le soleil descend bas sur la côte. Elle a apporté une bouteille de vin qu'elle gardait pour une grande occasion, et l'a versée dans 2 verres dépareillés que nous gardons cachés dans la cuisine du bateau. Nous nous sommes assis à la poupe, les épaules se touchant, et nous avons regardé la lumière déclinante onduler sur la surface. « Tu sais à quoi je pensais, aujourd'hui » m'a-t-elle demandé. « À quoi ?»« À ce robinet qui fuyait » a-t-elle dit. « Celui que tu as réparé, le jour où il a dit ce qu'il a dit. » « Une réparation de 3 minutes, ai-je répondu. « C'est vrai » a-t-elle dit en sirotant son vin. « Mais si tu ne l'avais pas réparé, il aurait continué à fuir. Et il aurait fini par causer des dégâts. C'est ça le truc avec l'entretien, a-t-elle poursuivi. Les gens ne l'apprécient pas à sa juste valeur, parce que c'est invisible. Le désastre qui n'arrive pas, la petite fuite qui ne devient jamais une inondation. Elle m'a regardé, ses yeux reflétant le crépuscule. C'est ce que tu fais, Stéphane. Tu empêches les désastres. Tu l'as toujours fait. J'ai réfléchi à ça. Au couple de retraités avec le vélo, au visage radieux d'Élise, et à son rire qu'elle avait totalement retrouvé. J'ai regardé la mer, s'étendant devant nous, indifférente, permanente, et magnifique. Je ne suis qu'un mécanicien, ai-je dit. Tu es mon mécanicien, a-t-elle répondu. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Le bateau tanguait doucement, au mouillage. Le ciel est passé de l'orange au violet, jusqu'au premier bleu nuit du soir, et l'eau continuait de bouger. Elle continue toujours de bouger. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en cliquant sur le bouton j'aime, et abonnez-vous pour d'autres récits authentiques, bruts, et centrés sur la famille.